tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée, pas 12e, deuxième journée du PIDS. Et donc, on attaque cette journée, comme on le fait traditionnellement, avec plusieurs sessions consacrées à l'innovation, à la tech, avec nos partenaires de chez Cap Digital. Et donc, pour ouvrir cette session, j'appelle à me rejoindre Marc Boris, qui va vous présenter les nouvelles tendances du secteur après une année assez riche, notamment avec des sociétés françaises qui ont voyagé aux États-Unis au SIGGRAPH et puis ensuite au SIGGRAPH Asia. Donc l'occasion aussi de découvrir des nouvelles solutions émergentes que va vous présenter Marc. Et on enchaînera ensuite, tout de suite après, à 10h, avec une table ronde, comment l'usage des outils d'IA générative transforme la création des effets visuels. Voilà, je vous laisse en compagnie de Marc Boris. Merci. Oui, donc on va passer une petite demi-heure où je vais vous donner quelques tendances qu'on a pu l'occasion d'observer, comme disait Yann, lors de différents événements, notamment le SIGGRAPH dont on est partenaire. Je vais juste en 2-3 slides vous expliquer ce qu'on est Cap Digital, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse dans l'assistance. Donc, on est un pôle de compétitivité, on existe depuis 19 ans, donc bientôt 20 ans. On est donc une association qui aide les entreprises à structurer en quelque sorte leur projet d'innovation. Donc on a un collectif qui est assez important, qui concerne en fait plusieurs secteurs du numérique, mais dont les effets visuels, ou en tout cas dont la 3D, et donc à travers les effets visuels au cinéma, l'animation, le jeu vidéo et tout ce qui est immersif également. Et on regroupe une vraie diversité d'entreprises, donc qui vont de la start-up jusqu'au studio d'animation ou de FX, et en passant par des grands comptes comme les diffuseurs par exemple, ou certains fournisseurs de technologies ou des académiques. Petit panel un petit peu de la communauté donc, des industries culturelles et créatives, qui n'est qu'une partie de nos adhérents, mais qui est une partie importante. Et comme vous voyez un peu sur ce slide, on a vraiment une diversité d'acteurs, dont certains, j'imagine, que vous connaissez déjà, et certains qui sont présents d'ailleurs sur ce PIDS. Donc comme je disais, on a vraiment un travail de sensibilisation, d'accompagnement sur la recherche de financement public, sur la recherche de partenaires aussi pour innover. Donc ça peut être d'autres entreprises avec lesquelles on a envie de collaborer. On peut aussi seul déposer un projet d'innovation et aller chercher du financement public. On va aussi accompagner ensuite, une fois que le projet est lancé, le porteur pour toutes les questions de dissémination d'une nouvelle technologie, par exemple, et de mise en visibilité de son travail. On est présent sur différents comment dirais-je, événements. On est aussi partenaire d'événements que vous connaissez peut-être, qui regroupent des communautés, comme c'est le cas sur la 3D temps réel, par exemple, avec Level Up, qu'on a accueilli assez récemment, donc qui regroupe toute la communauté, on va dire, française, et qui est très, dans lequel Epic Games, notamment, est évidemment très actif. Et qui fait une veille assez constante tous les mois, avec quelques événements phares en plus, dont celui qu'on a co-organisé avec eux, sur les grandes avancées en la matière pour le monde du cinéma, du jeu vidéo et de l'immersif. On est sur le SIGGRAPH, on organise le pavillon France avec plusieurs entreprises, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et depuis peu aussi, on accueille le Breakfast, qui est un rendez-vous régulier sur l'IA, notamment l'IA générative, qui est organisé par Génération Numérique. Et puis nous-mêmes, en propre, on essaye de valoriser tout ce qui est logiciel libre. Donc régulièrement, on essaye, en tout cas au moins une fois par an, de réunir des acteurs qui montrent un peu les nouvelles technologies en la matière. Donc du coup, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon, vraiment rapide, mais
Sur la partie notamment IA, je pense qu'on aura l'occasion de creuser avec les intervenants qui seront après dans la table ronde. Pour nous, enfin, on a constaté, en tout cas sur les grands éditeurs comme Autodesk, un regroupement, ne serait-ce qu'avec 2 acquisitions qui sont majeures, en tout cas qui ont permis, qui ont eu un impact, y compris sur l'écosystème français, puisque Golem, qui était une société rennaise, donc aujourd'hui fait partie du giron d'Autodesk, et ça s'est passé donc cet été, et un petit peu avant, Autodesk avait aussi acquis une société dont vous aviez sans doute entendu parler, puisque sur l'usage de l'IA pour traquer des personnages et ensuite les intégrer, personnages 3D, dans une scène 3D. Donc ils ont développé des technologies très en avance sur le marché. Et donc à ce titre-là, on voit qu'il y a une sorte de consolidation des grands éditeurs. Et Autodesk n'en est qu'un exemple pour être vraiment présent dans le cadre de la rupture technologique que représente l'IA intégrée au travail de création 3D. Sur la 3D temps réel, je passerai vite parce que on va avoir un sujet plus axé sur l'IA, mais on constate quand même que petit à petit, à travers différentes productions, la 3D temps réel commence au moins à s'intégrer dans des pipelines de production d'animation. Bon, il y a l'exemple de Veta qui a testé, donc Veta FX, qui est plutôt réputé pour des effets visuels, comment dirais-je, réalistes, et qui là s'est lancé dans un court-métrage un dessin animé basé sur le moteur Unreal, et donc qui, à ce titre-là, a à la fois testé Unreal, testé aussi sa capacité à aller vers du dessin animé, et de la création moins photoréaliste, entre guillemets, et plutôt avec succès. Il y a d'autres exemples aussi. Plus proche de nous, il y a un projet de long métrage d'animation porté par le studio 2 minutes qui est en cours et qui devrait être, je crois, terminé dans l'année, qui utilisera aussi Unreal Engine. Cet outil aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a la possibilité d'être utilisé dans des cadres plus inattendus, comme c'est le cas pour le documentaire. Je crois que vous aurez d'ailleurs une conférence dédiée à Pôle Nord Studio qui parlera de son travail sur ce documentaire qui, grâce, on va dire, à la capacité, là, pour le coup, peut-être de proposer des reconstitutions 3D et pour des réalisateurs qui ne sont pas forcément issus du monde de la 3D, de pouvoir manipuler ces outils en ayant aujourd'hui en tout cas une capacité à faire du placement de caméra, à être dans un contexte, on va dire, de mise en scène qui est plus proche de ce qu'ils connaissent. On voit que là, pour le coup, eu égard aussi des budgets, on va dire, plus contraints, des niveaux d'exigence aussi parfois qualitatifs qui sont peut-être différents, le documentaire a un intérêt aujourd'hui à utiliser des outils moteurs 3D temps réel, et en tout cas on voit que le gap qualitatif et quantitatif est franchi cette année à travers ces exemples. La virtual production, c'est là peut-être là où on voit le plus aussi d'évolution technologique, notamment avec des technologies comme le Gaussian Splatting. Alors je ne vous ferai pas un cours dessus, mais en gros qui marie des technologies qu'on connaissait déjà sur la photogrammétrie, mais avec la possibilité via le machine learning on va dire à partir de quelques prises de vue avec un smartphone par exemple, de pouvoir créer un scan complet d'une pièce ou d'un environnement. Et ça, on voit que ça a aujourd'hui des implications de plus en plus avec des outils qui se sont développés pour faire du repérage et ensuite pouvoir aller jusqu'à la prévise et animatique, y compris pour de la prise de vue réelle et de l'intégration ensuite de VFX. Et puis
On a même aujourd'hui donc des technologies de Gaussian platine qui s'améliorent constamment. Ça, on a pu le constater. Il y a pas mal de papiers scientifiques qui sortent sur ce sujet au dernier SIGGRAPH pour mieux contrôler et mieux pouvoir modifier ensuite, améliorer la qualité qui peut être par certains côtés comment dirais-je, très perfectible. Quand on réalise un scan et qu'on utilise cette technologie, eh bien, on voit qu'on arrive petit à petit à optimiser les rendus. Dans le même registre, même si on ne peut pas tout à fait parler de virtual production, je voulais faire un coup de chapeau déjà, parce que c'est un outil que vous connaissez sans doute, qui est un logiciel libre aujourd'hui, qui est développé par MPC Paris et qui a reçu un prix donc tout récemment, le César technique de l'innovation. C'est un logiciel qui existe depuis 10 ans et qui a constamment évolué, donc, et qui permet là plus, une fois qu'on a réalisé justement ce scan d'une scène réelle en studio, là en l'occurrence pour Emilia Pérez, de pouvoir ensuite avoir un caméra tracking très pointu, avoir tous les éléments en fait 3D qui sont référencés dans l'espace réel du studio et vice-versa. Et de ce fait, on peut vraiment arriver sans marqueur, enfin avec simplement le scan de la pièce qu'on a filmé, à recréer des mouvements de caméra, à rajouter des éléments 3D dans les pelures, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil qui continue d'évoluer, même s'il a 10 ans et qui méritait un petit coup de projecteur, qui est français, bien entendu. L'équipe qui l'a développé est basée entre Paris et Rennes. Ce qu'on a vu aussi cette année pas mal se développer, c'est le fait que l'OpenUSD, donc cette possibilité de décrire des scènes 3D de manière commune suivant les différents logiciels qu'on peut utiliser, donc de pouvoir de ce fait accéder, on va dire, quel que soit le soft qu'on utilise. En tout cas, c'est la promesse, puisque de plus en plus de soft aujourd'hui proposent la possibilité de travailler directement dans ce format multicouche. Et donc, aujourd'hui, donc c'est pas tout à fait exhaustif d'ailleurs, il y a encore d'autres sociétés, d'autres éditeurs qui intègrent aujourd'hui la possibilité d'avoir des fonctions, on va dire, au sein de leur logiciel qui utilisent l'OpenUSD et des visionneuses aussi pour même des acteurs qui ne sont pas dans le monde de la 3D, comme sur les tournages, de pouvoir visionner aussi le résultat d'une scène 3D dans ce format. Et ce qui est surtout frappant de notre fenêtre, c'est le fait que même des petits studios aujourd'hui, enfin je dis petits, mais qui grandissent vite, comme Illogic Studio à Montpellier, a intégré aujourd'hui dans son workflow l'USD en se disant que voilà, c'est un pari aussi sur la possibilité de gérer des productions et de pouvoir gérer avec plusieurs typologies de logiciels, plusieurs typologies de projets avec des ambitions tout à fait différentes, des projets courts, projets longs, et tout ça de pouvoir communiquer au sein d'un workflow unifié, voilà, ça représentait un intérêt même pour un studio de ce type-là. Et le gap, semble-t-il, est pas si important aujourd'hui pour adopter ce standard. L'IA, donc, qui est quand même le gros morceau de l'année. Je parle de grandes manœuvres, j'ai mis quelques exemples de logos qui vous parlent, j'imagine. Pour autant, je dirais qu'il y a vraiment un peu un distinguo à faire parmi ces acteurs qui se sont positionnés, parce que, on va dire, plus vers la gauche, c'est les plateformes génériques ou généralistes, d'une certaine manière, qui ont aujourd'hui une place importante sur le marché, ça c'est indéniable. Et puis je pense que chacun a sans doute eu l'occasion d'essayer ces outils et de pouvoir constater leur puissance et leur
capacité à évoluer rapidement également en termes de qualité de rendu des prompts. On est quand même beaucoup dans le texte ou vidéo ou image to vidéo. Ce qu'on voit aussi apparaître, c'est de plus en plus à travers notamment dans la partie droite des outils plus spécialisés qui peuvent être d'ailleurs pas que des outils anglo-saxons, mais des outils chinois. Et ça, c'est vraiment frappant sur des événements comme le SIGGRAPH, qui propose la possibilité de partir de texte, images 2D, de pouvoir créer des modèles 3D. Ça, il y a une sorte d'engouement pour ce type d'outils. Et également de pouvoir, comme Wonder Dynamics, pouvoir proposer aussi la possibilité de faire du tracking et de l'intégration de personnages 3D. Donc on voit aussi des outils de plus en plus spécialisés à l'intérieur de l'IA, qui se spécialisent en tout cas sur des fonctions d'optimisation également, et qui ne sont pas forcément uniquement pour générer des créations. De ce point de vue-là, nous, on est plutôt Cap Digital là pour aider les acteurs français. Donc, je voulais juste faire un petit focus sur 3 acteurs, dont 2 d'ailleurs sont sur le PIDS-XP, qui est la partie exposition au dernier étage que vous aurez l'occasion de voir sans doute dans la journée. Si vous y allez. Donc Mago Studio, qui fait du transfert de style, et donc qui a développé une version bêta que peut-être certains d'entre vous ont l'occasion d'essayer, de son logiciel qui a vraiment l'ambition de répondre à des demandes aussi artistiques très qualitatives, et de pouvoir proposer des outils de contrôle, ce qui souvent peut manquer sur certaines plateformes, le plus poussé possible pour les artistes. Dans un autre registre, il y a Chat 3D qui est présent également avec un stand ici, et qui, lui, alors pour le coup, se retrouve justement dans cette mouvance des outils de prompt, de texte to modèle 3D, donc qui permettent d'avoir, on va dire, rapidement un modèle 3D avec la possibilité de le modifier de manière assez poussée, puisque le résultat est qualitatif à un niveau professionnel. Ça, c'est une tendance assez lourde et qui va continuer à se développer, mais de fait, c'est un marché très, très concurrentiel. Et puis Kinetics, que vous avez peut-être vu aussi, qui est un peu comme ce que je montrais tout à l'heure, Wonder Dynamics, un pendant français, et qui intéresse beaucoup les grands éditeurs d'ailleurs, avec lesquels ils collaborent, pour pouvoir intégrer des librairies, enfin des librairies, en tout cas les possibilités dans des logiciels de création. À terme, on verra sans doute un plugin entre guillemets Kinetics pour pouvoir créer des petites animations, donc à partir simplement d'une vidéo, en fait, par exemple, qu'on aurait faite d'un mouvement d'une personne. Ce qui est important aussi à noter, c'est que même les grands studios aujourd'hui, même s'il y a des réticences, et j'y reviendrai un petit peu sur la fin, et des dangers quelque part à l'usage de l'IA dans certains contextes, utilisent au moins pour l'idéation, comme c'est le cas pour Pixar. Là, en l'occurrence, c'est Dylan Seasons, qui est art et designer à Pixar Animation, qui lui l'utilise vraiment au quotidien, et c'est ce qu'il expliquait lors d'une conférence, y compris d'ailleurs pour pouvoir ensuite utiliser d'autres outils plus immersifs également, pour pouvoir sculpter un théâtre, enfin pouvoir modéliser de manière très fine un décor, et donc tout ça, c'est vraiment des choses qu'on voit apparaître comme outils, on va dire, d'accompagnement à la création en amont de la production.
Et puis, ce qui est notable, il y a un débat quand même qui traverse les studios, et je pense ici aussi, on le verra tout à l'heure, mais c'est malgré tout de travailler plutôt sur des assets déjà 3D qui soient maîtrisés sur le plan, on va dire, du droit, puisque sur les grandes plateformes, sans rentrer forcément dans le détail, mais on sait qu'on est sur un entraînement à partir de datasets très importants, mais dont les droits ne sont pas forcément cleanés, ou même quand ils le sont, on peut découvrir, comme ça avait été le cas pour Adobe, que tout ne l'était pas, parmi les trains d'assets qui étaient versés à l'entraînement de leur modèle. Et donc, c'est de pouvoir travailler sur des modèles donc maîtrisés, et ensuite de vraiment qui servent l'univers du créateur. Et pour ça, donc, d'être plutôt sur des outils open source, d'une part, et puis des outils qui soient dimensionnés par rapport à de l'itération qu'on souhaite, même si ça demande sans doute plus de temps, où le résultat n'est pas tout de suite équivalent à ce qu'on désire. C'est pour l'instant, en tout cas, il y a plutôt cette recherche d'outils répondant à des demandes singulières sur le plan créatif, et pas forcément d'aller vers les plateformes que j'évoquais tout à l'heure, comme Runway ou Luma ou d'autres, ou Sora, mais plutôt de les utiliser en tout cas dans un contexte beaucoup mieux maîtrisé. Pour autant, il y a déjà des créateurs, et je pense que vous en connaissez, c'est juste un panel, et on aura l'occasion sur la table ronde juste après d'en découvrir un réalisateur qui a travaillé sur ces outils et qui nous fera part de son expérience. Mais on voit que sur les clips musicaux, sur des domaines où notamment il y a moins peut-être de problématiques sur l'entraînement, puisqu'on est vraiment sur des créations ad hoc. En tout cas, voilà, c'est des créations tout à fait originales et sur des droits cleanés, si on se réfère par exemple au clip là, que je suis en train de vous montrer. Que ça permet vraiment d'aller vers des créations tout à fait originales qu'on n'aurait pas forcément eu l'occasion de voir sans l'IA, ou en tout cas pas réalisées par des petites équipes, hein, puisque souvent c'est un réalisateur ou une réalisatrice, et puis éventuellement avec un scénariste, et puis il y avoir toute la partie son souvent qui s'ajoute. Mais généralement, donc, comme il n'y a pas de tournage, voilà, on est sur quand même des équipes vraiment très très réduites, et une post-production souvent avec qui complète l'équipe. Mais donc ça permet malgré tout de faire naître des nouvelles typologies, on va dire, de création qui sont tout à fait intéressantes à regarder. Sur les questions d'éthique, ce sera un des aspects, je pense, qu'on abordera tout à l'heure. Il est intéressant de voir que dans l'année, c'est constitué notamment un collectif en France, donc Creative Machines, qui aujourd'hui donc a un Discord, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas qui est très actif, et donc c'est devenu aussi une source d'information importante si vous souhaitez vous mettre à jour sur les nouvelles tendances en matière d'IA générative, avec une approche critique, mais objectivement. Et de ce point de vue-là, alors il y a quelques points qu'ils avaient relevés dans leur dernière communication, et quelques autres que moi j'apporte, qui montrent, voilà, il y a des défaillances, déjà des biais, hein, voilà, j'en ai pas parlé, mais bon, sur les requêtes et les inférences, on est amené à justement essayer d'affiner souvent à moult reprises pour éviter d'avoir des hallucinations. Donc
c'est des sujets petit à petit qui peuvent se régler techniquement, mais en tout cas, ça reste quand même un des défauts majeurs de l'IA générative sur des grands modèles de fondation. Il y a toutes les problématiques alors, de deepfake, j'y reviens pas, mais enfin qui sont quand même très importantes, et aussi de cybersécurité, puisque ça démultiplie les possibilités, l'IA de pouvoir hacker justement sur les réseaux sociaux, par différents biais, les images, mais pas que. L'impact environnemental, bon, il y a toujours des chiffres qui circulent sur ce que représente une requête sur ChatGPT versus une requête sur Google. On est quand même sur des multiplicateurs par 10 minimum. Donc ça pose quand même cette problématique qui petit à petit d'ailleurs est intégrée par les acteurs du secteur. En tout cas en France, on voit des sociétés qui commencent à réfléchir à comment, au moins pour la partie, évidemment pour la partie entraînement, c'est toujours un peu compliqué si on est sur des grands modèles pour les faire travailler en local, mais au moins pour la partie inférence et prompt que les ressources soient le plus locales ou proches, on va dire, de l'utilisateur et ne fassent pas le tour de la Terre pour aller chercher du compute suffisant et répondre aux requêtes. Sur le droit d'auteur, bon, ça c'est vraiment la question qui est loin d'être tranchée. Ce qui est intéressant de voir, c'est un dernier phénomène à la fois défensif à travers l'opt-out, c'est-à-dire les syndicats de producteurs notamment qui ont réagi avec cette possibilité, on va dire, de refuser d'une certaine manière que les données, enfin les contenus qu'ils produisent servent ensuite à entraîner des modèles d'IA générative, mais il y a des approches aussi entre guillemets constructives, basées où des studios aux États-Unis, mais un peu partout, essayent de petit à petit développer des modèles qui ont été entraînés sur des bases, on va dire, libres de droit au sens strict, c'est-à-dire dans le domaine public, et qui plus est, voilà, en ayant vraiment cette préoccupation au cœur même du développement de leur modèle. Donc je cite quelques exemples. Et ensuite, il y a l'encadrement réglementaire, donc qui va petit à petit être un enjeu, je pense un enjeu de plus en plus fort. Ça vous a pas échappé que on est plutôt sur outre-Atlantique une volonté de dérégulation de ce point de vue-là. Donc ça sera sans doute pour l'année prochaine, enfin pour cette année du moins, voilà, des choses qui vont être au cœur de l'actualité.